Avec un petit peu de lumière, s'il vous plaît. C'est beau. Voilà, c'est pas beau. Eh bien, mesdames et messieurs, bonsoir d'abord. Bonsoir. Ça me fait plaisir de vous voir. Alors, vous allez bien, j'espère, déjà. Pour le moment, on verra après. Alors, comme vous le savez sans doute, je pense que y a des habitués. Hein. Il y en a qui sont déjà venus d'autres années, je pense, oui. Oui, ah voilà, les habitués. Donc les habitués savent que c'est régulièrement pour ma pomme. Voilà, je viens faire la petite présentation au début. Ça fait quand même 11 ans. 11 ans x 4 spectacles, vous pouvez compter. Et à chaque fois pour dire la même chose. Bon. Parfois, je trouve un petit subterfuge. L'année dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, la petite chaise longue, la bande-son, j'étais tranquille, j'étais peinard, personne ne m'embêtait. Petite vidéo de temps en temps. Cette année, on n'a pas trouvé, donc j'ai pas eu le choix, je m'y colle. Et voilà, pour dire, moi, je crois que vous allez pouvoir le dire à ma place maintenant, vous êtes rodés. Donc je vais vous demander quoi? Petit 1. Les téléphones portables, c'est bien. Les téléphones portables. Donc je vais vous demander de bien vérifier que vos téléphones portables sont éteints et pas seulement en mode vibreur. Parce que figurez-vous qu'on s'est rendu compte de quelque chose. C'est qu'avec un troupeau de téléphones portables, c'est ça, ça fait un mur d'ondes. Et entre les émetteurs-récepteurs des micros sans fil, des micros HF, et ben parfois ça fait des perturbations et donc ça fait des trous de son comme il y a des trous d'air en avion. Vous voyez ? Et on ne savait pas, on ne comprenait pas pourquoi en répétition ça marchait très bien et puis dès qu'il y avait des gens ça ne marchait plus. On s'est dit il y a une mauvaise onde, voilà, quelque chose comme ça, mais en fait c'est vos téléphones portables. Donc vous pouvez aussi vérifier le téléphone portable de votre voisin. Ça, je l'ai dit l'année dernière, j'étais content de ma blague, je la refais, mais c'est vrai que c'est souvent le téléphone portable du voisin qui sonne. Deuxième chose, petit 2. Petit 2, alors ? Ouais, la cigarette. Alors la cigarette, c'est simple, vous n'avez pas le droit de fumer pendant le spectacle. Après, vous pourrez, mais pendant le spectacle, non. Donc si jamais vous voyez quelqu'un qui fume, on a un extincteur, vous faites signe, on vous l'apporte, son compte est réglé. Puis en général, vous êtes 2 contre lui, ça marche. Troisième point. La pause café, non. Il n'y a pas d'entracte. Le pot à la fin, voilà. Alors le pot à la fin, il aura lieu là-bas, ça sera tout simplement une cellule psychologique post-apocalyptique. Voilà. Ça devrait aller mieux avec un petit vin de sureau, normalement, vous verrez, on se requinque et voilà. Troisième point, quatrième, c'était... Ah oui, important aussi. Le chapeau. Alors cette année, je ne sais pas si c'est un chapeau, si c'est un panier, si c'est... Je crois que c'est une soucoupe volante, il me semble. Véridique. C'est pour mettre des petites pièces ou des gros billets, à vous de voir. Le spectacle est gratuit, l'entrée donc est libre, mais en même temps, c'est vrai qu'on ne ferait pas tout ça si on n'avait pas l'aide des généreux donateurs. Donc le principe est le même tous les ans. Si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas aimé, vous partez en courant. Vous pouvez boire un coup quand même, hein. Mais vous faites, moi j'ai rien, j'oublie ma monnaie, hein, voilà, enfin bon, comme ça. Et puis si vous avez beaucoup aimé et vous avez plein d'argent, vous faites comme nous, vous craquez le budget. Voilà. Ça, c'était le quatrième point. Cinquième point, ben non, en fait, j'ai pas besoin de vous le dire, vous avez commencé tout de suite, c'est que vous avez le droit d'applaudir. Voilà, là aussi. Et puis, alors peut-être qu'il y avait un sixième. Ah oui, c'est vrai que je me suis adressé aux habitués, mais il y a peut-être des nouveaux aussi. Hein. Je pense qu'il y a des nouveaux qui n'ont jamais vu. Il y en a, hein? Oui, il y en a. Donc pour vous, je vais faire l'historique de l'association depuis 1984. Voilà. C'est le 11e spectacle, mais c'est vrai que ça fait depuis 1984 que l'association existe, sous forme d'une association de danse au départ, puis au fur et à mesure... C'était pas prévu ça. Mesdames, messieurs les terriens, ici Prostetnik Vogon du Conseil de planification de l'hyperespace. Nous vous informons que dans le cadre de la construction d'une nouvelle autoroute interplanétaire, nous allons détruire votre planète. Vous avez exactement 1 minute pour quitter les lieux. L'opération prendra quelques-unes de vos secondes. Je vous remercie pour votre attention. Qu'est-ce que c'est que... C'était pas prévu, hein. On va régler cette affaire-là et je suis à vous. Hein. Mais il est où d'abord? Vous êtes où? Vous êtes qui? Il
est totalement inutile de jouer la surprise, humain. Les plans du projet ainsi que l'avis de démolition sont placardés à votre délégation locale du plan sur Alpha du Centaure depuis 50 de vos années. Alors, il est un peu tard pour vous aviser à faire du foin là-dessus. Activation du compte à rebours. Non mais n'importe quoi, mais c'est qu'il est sérieux en plus. Non mais hé, oh, Alpha du Centaure, c'est loin. Mais qu'est-ce que vous me chantez là? Vous voulez me dire que vous n'êtes jamais allé sur Alpha du Centaure? Pour l'amour du ciel, humain, ce n'est jamais qu'à 4 petites années-lumière de votre planète, vous savez. Alors, si vous n'êtes pas capable de vous intéresser un peu plus aux affaires locales, je n'y peux rien. Qu'on arme le faisceau démolisseur! Mais ça sent le soufre. C'est fait. Vraiment n'importe quoi ces humains. Vous avez qu'à se préparer un peu plus tôt. Maintenant, retour à la maison. Tu peux te rendormir, chérie. T'as tout ton temps. Ouais, c'est bien ça qui me chagrine. Mais où donc est encore passé Totor? Totor? Totor! Totor! Allons, Totor, voyons, pressons un peu d'énergie. Allons! Hop, hop, hop. Je crois de mon devoir d'informer madame et monsieur que je me sens extrêmement déprimé. Ouh, c'est pas vrai, là que ça recommence. Oh, t'excite pas, prostitnique. En plus de froisser Totor, tu risques de te faire une embolie. Mon cher Totor, je crois que j'ai quelque chose à vous proposer qui vous occupera un peu l'esprit en l'empêchant de vagabonder. Sauf votre respect, madame, ça ne marchera jamais. J'ai l'esprit exceptionnellement vaste. Oh, attends. Que monsieur veuille bien m'excuser. Que puis-je faire pour madame? Que vous m'apportiez ma brosse à cheveux et ma trousse de maquillage. Je me sens particulièrement mal faite aujourd'hui. Ce sera tout, madame? Oui. Oui, mon cher robot adoré de mes rêves que j'aime le plus au monde. Même perdu aux confins de la galaxie. Dans un vaisseau de chantier en plus. Que madame me permette de lui faire remarquer que cette tâche me procurera infiniment peu de satisfaction personnelle. J'en ai marre de cette androïde parmi nous. Elle vous a pas demandé de trouver ça plaisant, bon sang de bon Dieu. Elle vous a confié une mission, alors faites ce qu'on vous dit de faire et laissez-moi piloter tranquille. Que monsieur m'excuse encore une fois. Je m'exécute. J'espère au moins que je n'ai pas sapé le moral de madame ou de monsieur. Mais non, mais non, mais non, mais non. Tout est pour le mieux. Ouais. Franchement. Tout va excellemment bien. Parce que je ne me pardonnerai jamais d'avoir sapé le moral de madame ou de monsieur. Pas du tout, mon cher Totor. Comportez-vous avec naturel et tout ira pour le mieux. Et dire qu'il nous a coûté des milliards, celui-là. Madame est bien certaine que cela ne lui fait absolument rien. Mais non, mon cher Totor. Tout est pour le mieux, sincèrement. C'est la vie, c'est tout, Totor. Ah, la vie. Que madame ne me parle pas de la vie. Peut-être, si madame le permet,
Je vais en profiter pour promener Toby. Oui, très bonne idée. Totor, Madame, n'oubliez pas mon déodorant aux algues de Bételgeuse. bien, madame. Allez. Du calme, Toby, du calme. Mon cher, je ne crois pas que je pourrais supporter encore longtemps ce robot maniaco-dépressif. Il me maniaco-déprime. Regardez-moi, vous autres. J'ai une cervelle de la taille d'une planète et tout ce qu'on me demande, c'est de rapporter la trousse de maquillage et le déodorant pour les aisselles de madame. Qu'on ne me parle pas de satisfaction professionnelle. Moi, je n'en vois aucune. Et merci. Merci mille fois au service commercial de la cybernétique de Sirius. Fabriquons des robots avec une personnalité véritable, disait-il. Alors ils ont essayé avec moi. Je suis un prototype de personnalité. Ça se remarque, non? J'espère au moins que je ne vous sape pas le moral. Ah, encore de ces personnes en permanence autosatisfaites. Pardonnez-moi si je respire. Ce que, bien entendu, je ne fais jamais. Je ne sais pas pourquoi je vous raconte tout ça. Mon Dieu, que je me sens déprimé. Et en plus, il y a toujours cette douleur insoutenable dans toutes mes diodes sur tous les côtés gauche. Ce n'est pourtant pas faute d'avoir demandé qu'on les remplace. Mais on ne m'écoute jamais. Ah là là. Vous croyez avoir des problèmes. Mais que peut-on faire lorsqu'on est soi-même un robot maniaco-dépressif? Ne vous fatiguez pas à chercher la réponse. Je suis 50 000 fois plus intelligent que vous et moi-même je l'ignore. Et de plus, ça me flanque une migraine, rien que de m'abaisser à penser à votre niveau. Allons, Toby. Allons nous promener. Ah, tu n'as pas tous ces soucis, toi. Tu n'es qu'un robot aspirant. Un aspirant robot. Tu ne penses pas. Tu sais, des fois, je t'envie. J'aimerais être à ta place. Être Toby. Toby or not Toby? Quelle est la question? Ouais. L'inquintessence intellectuelle, la Rolls des nano-gamelles. Je suis le cerveau universel, un cyber-héros sans étincelle, à la botte d'humain sans cervelle. Que m'arrive-t-il? J'ai le blues du surqualifié. Que m'arrive-t-il? J'ai la fièvre de l'indocilité. Que m'arrive-t-il? Le frisson du manque d'humilité. J'électrolyse mon fond rebelle, j'en ai marre de faire la vaisselle. Démesuré, un bijou d'hypertechnicité, le soleil qui doit vous materner. Avaler vos déchets, faire le ménage, au box de nous tenter, repassage, plier le chien, sortir les bagages. Que m'arrive-t-il? J'ai le blues du surqualifié. Que m'arrive-t-il? J'ai la fièvre de l'indocilité. Que m'arrive-t-il? Le frisson du manque d'humilité. Je synchronise mes boucliers, j'en ai marre de faire le café.
genre de madame. Merci. Je vous en prie, madame. C'est drôle. Il suffit de penser que la vie ne pourrait pas être pire pour qu'elle le devienne aussitôt. Est-ce que madame préfère que je retourne m'asseoir dans mon coin rouillé, ou bien est-ce que je reste debout en attendant de tomber en pièces? Mon cher Totor, je vous remercie infiniment pour votre empressement à me servir. Que madame ne se fatigue pas à me faire la conversation. Je sais bien que madame me déteste. Mais non, voyons. Eh si. Tout le monde me déteste. C'est dans l'ordre des choses. Il suffit que je m'adresse à quelqu'un pour qu'aussitôt il me déteste. Même les robots me détestent. C'est pas vrai, mais faites-le taire! Ou mon ordinateur de bord va finir par se suicider. Oui, là, je ne garantis plus rien. Si madame voulait bien m'ignorer un moment, je pourrais peut-être m'éclipser. Oui, vous pouvez retourner vous coucher, mon cher Totor. Et excusez-moi de vous avoir dérangé. Madame ne s'excuse pas. Je vais simplement compter quelques centaines de millions de moutons avant de m'endormir aussitôt la seconde suivante. Très bien, faites. Venez les schtroumpfs. Je t'ai promis de t'emmener dans ma fusée, te promener à la recherche d'autres mondes. Nous y voici pour longtemps, mais nous aimerons-nous autant à 25 000 mètres secondes? On s'est promis de ne pas se quitter, mais il y a la promiscuité qu'il faut supporter sans se plaindre. Oui, j'ai la place pour deux cœurs, mais peut-on vivre un grand bonheur dans un aussi petit cylindre? La pesanteur n'existe plus, nous voltigeons comme des fétus dans d'invraisemblables postures. Ça n'est déjà plus comme avant, je te retrouve trop souvent, assise en pleurs sur ma figure. J'aimerais te caresser les doigts, ta main blanche était tout pour moi, ton pied ce n'est pas la même chose. Il va falloir s'aimer beaucoup, car un baiser sur le genou me coûte bien des échymoses. Je suis hirsute et mal rasé, toi tu n'as plus ton arrosé, et tu fais bien plus que ton âge. J'en viens même à me demander si ce qui me faisait aimer, ce n'était pas ton maquillage. Voilà 3 mois que nous voguons dans ce minuscule wagon, c'est déjà bien trop pour 2 êtres qui rêvaient d'amour infini, et qui au fond ont réussi, hélas, qu'à trop bien se connaître. Mais nous approchons du but, la pesanteur est revenue, nous voici comme avant, moins leste. Dans un instant, le terminus, nous débarquerons sur Vénus. Mais c'est trop tard, on se déteste. Voilà, j'ai terminé le travail. À vous de jouer maintenant, monsieur Bougon. Merci, Tom. Vous pouvez disposer. Qu'est-ce qu'ils disent sur le prospectus? Une salle de jeu électrodynamique pour une vie heureuse. Et
c'est une sacrée salle de jeu. À la pointe du progrès. Mais je l'espère bien. Au prix où on l'a payé. Tu l'oublieras bien vite quand tu verras tout ce qu'elle peut faire. J'espère que vous saurez vous en servir. Bien sûr. Au pire, on verra à l'usage. Bon, eh bien écoutez, je retourne dans mon atelier. Bon amusement. Ok. Et puis, si vous avez des problèmes, vous m'appelez. Comme d'habitude, merci. Alors, Ça a l'air chouette. Appelons les enfants. Luigi! Mario! Allez voir votre cadeau. Ah, pour rien au monde, il faudrait manquer ça. regardez les enfants. C'est une surprise. Une nouvelle salle de jeu. Nous l'avons achetée lors de notre dernière escale. Juste pour vous. Faudrait tout de même pas qu'ils s'ennuient, les pauvres petits. Des voyages dans l'espace, c'est toujours si long. Quoi? C'est tout? Mais y a rien dedans. C'est nul. Rien dedans, vraiment. Cette pièce, qui paraît vide, est en réalité une machine, et bien plus qu'une machine. Mais regarde. Activation vocale, s'il vous plaît. Planète Terre, France, Paris. À l'heure du coucher du soleil. Une tour Eiffel, bleu cobalt. L'arc de triomphe, d'albâtre et d'ivoire. Des fontaines avec de la lave jaillissante. Et un torrent d'or, d'émeraude, de lapis-lazuli et autres pierreries. Là, des petits oiseaux. Prostetnik, essayons autre chose. Stop. Autour de l'Égypte maintenant. Du sable d'or. Que l'on sculpte un sphinx dans le sable millénaire. Que l'on fasse des pyramides. Oh, c'est magnifique. Stop. Alors les enfants, entrez donc, restez pas plantés comme des piquets. Alors, qu'est-ce que vous en dites? C'est pas magnifique? Ouais, pas trop mal. Bof, ça déchire rien. Ça déchire rien. Dans ces murs, il y a des yeux de géants, des oreilles de géants, des cerveaux de géants, et même des géants qui connaissent toute la galaxie. Chaque contrée, chaque ville, chaque monument de toutes les époques. Il n'y a pas un chant d'oiseau qui ne connaît. Pas une langue qui ne comprend. Il paraît même qu'on peut visiter les ruines des civilisations passées. De Mars notamment. C'est pas formidable? Et j'ai lu dans le manuel d'utilisation qu'il y a des choses magnifiques à voir dans la région d'Alpha du Centaure. C'est formidable. En plus, tout est en 3 dimensions. Un mot, une pensée, une simple pensée, et la salle de jeu électrodynamique la matérialise devant vos yeux. T'as vraiment, mais alors vraiment tout du représentant de commerce. Quoi? Bon, c'est la jeunesse, faut qu'elle se passe, tout ça, ça défoule. Oui, Mario. Mario a du caractère, Prostetnik, voilà tout. Ça lui servira bien plus tard. Oh. Ah, mon vibre-fesse. J'ai une réunion. Je vais vous laisser, les enfants. Moi-même aussi, j'ai rendez-vous pour des soins cosmoplastiques. J'en ai grand besoin. Les enfants, Mario, tu m'écoutes? J'ai programmé la minuterie du déjeuner automatique sur 12h40. Mangez bien, bon appétit, mes petits loups. Et le reste de l'emploi du temps de l'après-midi défile sur le tableau électronique, comme d'habitude. Allez, faut que j'y aille. Attends. Et le petit merci, c'est en option. Merci papa, merci maman.
pour vous faire plaisir, merci. Allez, bon après-midi les petits loups. Je ne sais vraiment pas quoi demander. Une montagne. Oui. Une montagne haute. Très haute. Avec papa et maman pour se promener. C'est nul. T'as raison. C'est nul. Alors vas-y toi. Maintenant, je le veux maintenant. Oui, maintenant, encore, plus fort. Oui, encore plus fort. Cette question, une avalanche de pierres, pardi. J'ai fait dégringoler 100 000 tonnes de rochers. C'est ce qu'on appelle une avalanche de pierres, non? Attends, j'ai encore une idée. Oui, des vaisseaux spatiaux, des sous-coupes, plein, tout plein. La guerre de l'espace. Je veux que ça explose. Fulguro-laser. Feu. Nucléaire de glace. Claquez la tête à celui-là. Tiens, va. Prends ça. Moi aussi. Coupez en deux. Bien fait pour toi. Et maintenant, je vais détruire votre planète. Pas de pitié. Que les flammes rougissent. À mort la galaxie! À mort toute la galaxie! Que les ténèbres soient!
Sur la cosmocinette, on file à 1000 à l'heure, on chute dans les planètes, on coupe les électeurs. J'entends les cosmopoulets qui arrivent. Les gendarmes de l'espace, ils sont pleins d'audace. Toujours les premiers sur place, ils sont efficaces. Ils désintègrent les méchants, les gendarmes de l'espace. Les gendarmes de l'espace. Les gendarmes de l'espace, ils sont pleins d'audace. Toujours les premiers sur place, ils sont efficaces. Ils arrêtent les soucoupes violentes, les gendarmes de l'espace. Eh bien, on se casse, j'ai pas les papiers. Vous l'avez retrouvé. Ah, quelle efficacité, les gendarmes de l'espace. Vous êtes merveilleux. Vous êtes bouleversant. Bouleversant, c'est le terme. Maréchaussée cosmique de l'espace. À votre service. Bon, allez, on y va, nous autres. Laisser le portail ouvert, ça ne serait jamais arrivé. Excusez-moi, messieurs. Bonjour, je passais par là et je me demandais... Cet engin là auquel vous avez l'air de tant tenir, c'est quoi exactement? C'est pourtant évident. Ça marche comment? Vous voyez ces deux règles graduées là? Où ça? Là. Là. Ici. Là. Et là. Oui, je vois, je vois. Elles servent à mesurer les quantités d'espace et de temps nécessaires au voyage. Et cette petite roue manométrique, juste là. Là! Oui, je vois, oui. C'est une clé pour isoler l'espace intégré qui devient ainsi indépendant de tous les courants d'attraction terrestre. Quant à ces étranges petits leviers, ils permettent de déterminer la vitesse et la direction du temps. Ça y est! Je comprends leur machine. Et... ce truc-là, c'est une machine à voyager dans le temps. C'est formidable.
Mais quelle perspective incroyable! Et vous imaginez? La prochaine fois que le camarade député Jean-Louis Ritsou prend la parole pour ses interminables et inévitables remerciements. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, je suis bien content d'être ici ce soir avec vous à Goslargues. Ah, je suis vraiment content. Permettez-moi de vous saluer, de vous remercier chaleureusement. Bien entendu. Enfin bon, vous imaginez le truc? Eh ben, on mettrait le truc là, la machine à remonter le temps, à une vitesse, je sais pas, 150 minutes au quart d'heure. Il aura beau saluer, remercier, remercier, saluer, il aura à peine ouvert la bouche que nous on sera déjà avec le Riesling et les Morissette et l'arrière-train encore tout frais. N'applaudissez pas, donnez plutôt des sous aux partis, ils en ont besoin. Mais n'importe quoi! Que vient faire le camarade Jean-Louis Ritsou là-dedans? Nous vous parlons de problèmes à l'échelle de la relativité cosmique, le temps cessant d'être défini comme une entité métaphysique, le nous-mêmes physiologique devenant réalité palpable, soumise aux lois physico-chimiques. Et vous nous parlez de Jean-Louis Ritsou? Mais c'est pas possible. Il est omniprésent celui-là. Il est pire que le sparadrap du capitaine Haddock. Alors vous construisez une bonne station scientifique avec tous les déterministes physiques, psychologiques, cosmiques et sympathiques que vous voulez. Et on pourra y brancher, je sais pas, par exemple, moi, une batterie de poulet. Hein, pour qu'en un quart d'heure, des petits poussins deviennent des bonnes grosses poules de 10 kilos. Après, on débranche le temps et on attend gentiment qu'elles soient bien digérées, bien rôties. Quoi? Vous n'avez rien compris, vous êtes plus bête qu'un hareng. Ah, alors, si, dans votre âme d'âme, là, à cet endroit-là, vous m'avez montré la roue manométrique, machin, là. Une bouteille de Pinot des Charentes, elle revient illico avec 30 ans d'âge. Ou alors ici, là, une bonne grosse meule de gruyère, 15 mois d'affinage en 5 minutes. Ce serait magique tout ça. Et là, et là-bas. Vous pensez qu'à manger, vous? Foutez-moi de temps, vous n'avez rien à faire. Non, mais je voulais Je vous juste vous aider. C'est pas tout ça, mais passons aux choses sérieuses. Parce que je pense que si vous êtes là ce soir, ce n'est pas uniquement pour tuer votre ennui existentiel, mais également pour apprendre un peu quelque chose. Permettez-moi donc de vous présenter notre dernière invention, la cosmocyclette bigotronique. Dernière née des techniques expérimentales d'expression scientifique d'avant-garde, la cosmocyclette bigotronique est un révolutionnaire appareil de synthèse qui, par sa conception, va bouleverser de fond en comble toutes les lois communément admises et permettre une meilleure appréhension du continuum spatio-temporel. Entièrement réalisé en matière agnostique. Autrement dit, pour éclairer le profane, en roubellure de plastronium saligovalent. Elle se présente sous la forme d'un tripode solipède rectangle, c'est-à-dire d'un ictère octopolygonal à influence ipso facto verso-rectométrique. Dans sa configuration actuelle, la cosmocyclette bigotronique se compose, ou plutôt se décompose de 3 circuits principaux, compris 2 circuits secondaires et un circuit complémentaire. En premier lieu, et dans le premier circuit, on distingue, si on a une bonne vue, le clepstroïde, qui, isolé du PX de l'intrudement par une armature en finiabulosinifuge, agit par capillarité médulaire sur le diffuseur de télédéconométrie, lequel, en vertu du phénomène d'osmose ondulatoire érigé en principe par le célèbre physicien Jean-Marie Quesque-la-Boulboul, catalyse en quelque sorte le Schpotzbull de dérivation, qui, par voie de conséquence, se trouve entraîné par le Brigmush-Micha zérospiroïdal dans la zone d'influence de la boostive de Rollby, dont le tuyau d'argoniaphonie séculaire libère un certain volume de Laplace-Vol, lequel, comme nul ne l'ignore, n'est autre qu'un combiné de SMIC-buffre à l'état pur et de trudium filtrant sulciforé. Bravo! C'était le premier circuit. Dans le deuxième circuit, le même mouvement s'opère mais en sens inverse. Il est donc inutile d'en parler ni en verlan ni à voix basse. D'autant que c'est dans le troisième circuit que se trouve le Schpotzmock rotatif à crémaillère alternative, naturellement, dont le rôle de générateur permanent d'énergie est prépondérant, puisque par le simple truchement de son induit giclé, il polyphophéripothéise littéralement le filtre à molécules butant, lequel en dernière analyse détermine la position de l'angle orbiculaire et sinocoïdal du foutès-gogonomètre à spirale intrafusionnelle. C'est à ce moment que se déclenche
sauf les dimanches et jours de fête et les jours de RTT, bien entendu. Le contraceptifomètre de propulsion, qui par le seul jeu de sa double pédale inversion postérieure, de ses 3 poufias à tarif et de ses 2 pétasses en fiction, active l'alimentation prioritaire de l'eczématophile de rupture. Ce qui permet d'une part la self-saturation plurilatérale du flux à tête chercheuse et d'autre part d'empêcher la formation de cristaux de Niortiforme sur les parois tubulaires des pepsoïdes calcino-malfoirés. C'est-à-dire d'éviter le calcifrage. Le redoutable calcifrage, toujours à craindre en cette période de l'année. Méfie-toi du calcifrage estival, disait toujours mon grand-père. Le calcifrage donc obtenu par passage du flux d'humule dans le propendère de nartification. Qu'est-ce qu'il vient de dire? Personne ne suit. Bon, eh bien, pour vous intéresser à notre démonstration et vous permettre de toucher du bout des doigts les éthers dans lesquels nous évoluons, nous allons faire appel à 3 charmantes démonstratrices que nous avons choisies avant tout pour leurs compétences. J'appelle donc sur scène l'érotique dulcinée, Saïda la suave savetière sauvage et la calamiteuse Jeanne. Elles sont belles. Ce sont nos 3 déesses de la déraison. Vouons-leur un culte ce soir. Mesdames et messieurs, sous vos applaudissements, les Biglotronets. Elles ont été jeunes. Elles auraient pu rester belles. Mais sachons raison garder et reprenons là où nous en étions. Vous n'aviez qu'à suivre ou prendre des notes. Parallèlement et symptométriquement, enfin, le flugdug. Le flugdug. Je ne poursuivrai pas si personne ne suit. Le flugdug. Le flugdug métrano-clapsoïdique, naturellement, sans cela ça n'aurait aucun sens. Le flugdug, donc, prenant appui sur la muflée d'allergie du connecteur à rustine de distorsion hémorroïdostatique, canalise d'une part l'afflux des particules hypoméphésaloïdes et d'autre part le reflux des molécules personprochoïdales, d'où élimination géométriquement progressive de toute interférence dans les circuits, puisque l'ensemble de la vélomation est désormais assuré parallèlement par la bellure paphomotrice et l'utilisation rationnelle dans l'amplificateur de Roupan de la force extrafalsaroïdique, laquelle, comme nul ne l'ignore, est proportionnelle au carré des ondes Thaler d'un con centrique. Le 4e circuit. Le 4e circuit se compose des éléments suivants. 2 gorgomoches à réaction lente, un mostoblase à triple révolution, un transpodule de sûreté, 6 tuyères à potage lavopagonocoïdique, 2 glottosphères à injection conjoncturale qui contrôlent la tour de relais de contrôle, l'accélération du viré d'alcalement et le ralenti métalbornique du réactateur de Rapruch. Il va de soi qu'en application du théorème de Spotserman... Ah, vous le connaissez aussi. Quel bout en train ce Spotserman. Donc en application du théorème de Spotserman, ce 4e circuit comprend non seulement tout ce qu'on lui dit, mais également un dispositif muni d'une papsouille à tureuse d'admission, laquelle, et c'est un point un peu complexe sur lequel nous allons nous attarder quelques instants, a pour effet le nécessaire urnapouillage des sicyllocoques fuséiformes, lesquels, par l'action conjuguée de la routole de cybergènement et de la bournoufle du gouvernimère, contrôlent l'évacuation des gaz pellimétriques et l'optimum fumiféré pour la vapeur supersonique des soins de bidule ultra scalés. Ça roule ma poule, pousse-toi papy, c'est Mémé qui conduit. Vous pouvez nous applaudir. Comme je comprends votre enthousiasme. Tel est donc, dans ces lignes essentielles seulement, cela va de soi, la cosmocyclette biglotronique des professeurs Slalom et Jérémy Ménerlage, que les plus hautes autorités intergalactiques s'accordent à reconnaître comme la plus étonnante réalisation de tous les temps, et qui, à l'instar de tout ce qui ici-bas ne sert visiblement à rien, est amené dans un avenir d'autant plus proche qu'il sera moins éloigné, non seulement à servir à tout, ce qui est la moindre des choses, mais également à n'importe quoi, y compris à voyager dans le temps, tant dans le domaine du futur antérieur que du plus que parfait du subjectif. Et de tout ce qui s'ensuit. Avec tout ce qui en découle. Vous avez compris? Oui. Non. Et d'ailleurs, eux non plus, mais ils osent pas vous le dire. Mais c'est pas possible. Il est de retour, celui-là. Mister Testify, dégage-moi de là. On va trouver un travail, technique.
Allez, on dégage les morues, la mer c'était l'an dernier. Voilà nos cobayes volontaires. Mon Didier, est-ce que tu es bien prêt? Est-ce que tu as tout préparé? Oui, Didier. Tu as ton enregistreur, ton gramophone, ton magnétocassette, ton stylo de rechange, ton taille-crayon, ton bloc-notes, à grand carreau, à petit carreau. C'est bon, Didier, c'est bon. Non, mais est-ce que tu es bien sûr que tu es prêt? Parce que quand même, c'est quand même une première. Hein? Ça y est, Un c'est saut, bon, oui, un oui. saut dans l'espace, dans le futur, comme ça. On ne sait pas où tu vas atterrir. Tu es armé au moins. Non, j'ai confiance, c'est bon. Bonjour, monsieur Burdudandron. Votre machine est prête. Elle n'attend plus que son pilote. C'est vous qu'elle attend. Merci, messieurs, merci. 10 ans que je prépare ce voyage et que j'attends ce jour. Oh, ce ne sera qu'un petit coup de pédale pour vous. Mais un grand coup de pied au cul de l'humanité. Bien que je te souhaite Oh, bonne chance. mon Didier. N'aie crainte, tout se passera très bien. Venez, nous allons vous installer. Suivez-nous. Allez. Installez-vous. On attache sa ceinture. Ça va peut-être secouer un peu. Oh, j'ai confiance. Et c'est parti. Déjà de retour. Oui. Nous avions programmé la machine pour qu'elle revienne au même endroit et à la même heure. Et ça a l'air d'avoir marché. C'est que je suis resté là-bas bien longtemps. Et combien de temps? Tu as l'air si fatigué, si vieux. Des semaines, des mois, des années, je ne sais pas. Je ne sais plus. Mais vas-y, raconte, dis-nous, qu'est-ce qui se passe dans le futur? Quel est l'avenir de l'humanité, de notre Terre, de l'univers? J'ai soif. Il me faut quelque chose de fort. Merci Didier. Mais alors vas-y, raconte-nous, qu'est-ce qui se passe? Quel est l'avenir de notre Terre, de l'humanité, tout ça? En fait, ce qui se passe, c'est que je me souviens de rien. Mais tu as bien tes notes, ton enregistreur, ta caméra, tout ça. Aviez-vous bien tenu votre ordinateur de bord, votre carnet de bord, comme vous l'avez demandé? Et des spécimens. Ah, vous avez bien ramené des spécimens, des plantes, quelque chose? Rien. Il n'y a rien. Comment? Pourquoi? Et comment est-ce possible? Raconte! Je me souviens de rien du tout. Attendez, si! Je me souviens d'une chose. Mais vas-y, raconte! D'une seule chose. C'est que, juste avant de repartir, après avoir tout vu, tout entendu, tout bien observé, on m'a laissé le choix. M'en souvenir après mon retour, ou tout effacer de ma mémoire. Et tu as choisi de tout oublier? Mais c'est pas vrai! Non, tu vas dans le futur, une première, et tu reviens, t'as rien à dire, t'as tout oublié. Mais c'est pas vrai! Dis-moi que c'est pas vrai! Oui, bah c'est ça. J'ai choisi tout oublier. Pourquoi? C'était donc si terrifiant.
Hé, regarde là-haut. Ah, t'as vu comme c'est beau? C'est la grande nounours, c'est son petit frère. Elle tire son chariot. Elle sera bientôt devant l'étoile polaire. Ah! Attention, les oranges plates! Maman! Oui, c'est nous les martiens, on n'est pas les terriens, on va les neutroniser, les fulgurer, les maximatomiser. Ah! Oh, regarde là-bas! On est sauvés! Les cosmopolaires! Mais quoi? Les longueurs de l'espace, ils sont pleins d'audace. Toujours les premiers sur place, ils sont efficaces. Ils désintègrent les méchants, les langueurs de l'espace. Les langueurs de l'espace, ils sont pleins d'audace. Toujours les premiers sur place, ils sont efficaces. Ils arrêtent les secours violents, les langueurs de l'espace. Hé, gamin, serait peut-être temps de rentrer maison. À vos ordres, monsieur les poulets. Sur la cosmocyclette, on file la ville à l'heure. On rejoint notre planète pour manger notre 4 heures. Votre identité est d'où est-ce que vous venez comme ça? De Mars, banlieue sud. D'abord, comment que vous vous appelez? Moi je m'appelle Je m'appelle Ah, et votre prénom, s'il vous plaît? Brûle la vidrule. Comment? Je vous dis que je m'appelle Strull la bidrule. Exactement comme je vous l'annonce et ça s'écrit comme ça se prononce. Bon, ça va comme ça, vous pouvez circuler. Bon, on y va, nous autres.
revois tes trois grands yeux. Ça marche toujours, ça marche comme ça, puis ça tourne à tour de bras. La java d'amour, Martial Java, que j'ai dansé dans tes bras. C'est la java martienne, la java des amoureux. Contre les mains dans les miennes, je revois tes trois grands yeux. On s'est aimé comme dans un rêve, mais c'est la chaîne du reparti. Et nos amours sont des rêves. Chérie, je pourrais revenir. Ton nom me hantera sans cesse pendant les longues nuits d'été. Ton nom doux comme une caresse. Par fiche tonique d'habit croûté. Un jour je monterai peut-être chercher le fruit de nos amours. Cet enfant bâti comme un être qui naquit au bout de 8 jours. En voyant son père amarcir, le chéri l'aimera beaucoup et prendra pour venir lui dire ses 13 jambes assez de coups. C'est la java martienne, la java des amoureux. En fermant les persiennes, je revois tes trois grands yeux. Ça marche toujours, ça marche comme ça, puis ça tourne à tour les bras. La java d'amour, Martial Java, que j'ai dansé dans tes bras. C'est la java martienne, la java des amoureux. Tes mains dans les miennes, je revois tes trois grands yeux. C'était une planète de sable fin, de falaises dorées, d'eau verte et de ressources nulles, les hommes avaient décidé d'en faire un centre de tourisme, sans chercher à exploiter son sol, d'ailleurs stérile. Les premiers pionniers y débarquèrent en automne. Ils y construisirent plusieurs stations balnéaires, et quand l'été fut venu, les hôtels pouvaient recevoir plusieurs centaines d'estivants. Il en arriva cet été-là 2 ou 3 centaines, un peu comme vous ici ce soir. Ils y passèrent des vacances de charme et de rêve, à se dorer aux 2 soleils de la planète, à s'extasier sur son climat et son paysage, et sur le fait reposant que ce monde ne recelait ni insectes, ni carnivores, ni redoutables requins, ni d'ailleurs aucune autre forme de vie animale. Puis, aux alentours du 15 août, d'une seule goulée, la planète engloutit tous les estivants en même temps. La planète, en effet, ne recelait pas d'autre forme de vie que la sienne. Elle était la seule créature de ce monde. Et elle aimait beaucoup les êtres vivants, les hommes en particulier. Et elle les aimait bronzés, polis par le vent et l'été, chauds et bien cuits.
qu'un beau matin de l'an de 1981, un monsieur au cœur tendre venait soudain d'apprendre que sa maîtresse le trompait. Et le pauvre se lamentait, confiant son malheur à qui voulait l'entendre. À quoi sert que le temps soit vaincu? À quoi sert ce progrès dont nos siècles se parent? À quoi sert d'avoir tant vécu? Il n'y a plus de chef de gare, mais il y a toujours des cocus. Et tandis qu'il songeait que ce n'était pas un rôle drôle, il sentit soudain une lourde main se poser doucement sur son épaule. Il se retourna et, stupéfaction, vit à côté de lui un homme mécanique, un robot, puisqu'il faut bien l'appeler par son nom. Il le regardait avec compassion et lui dit tout à coup d'une voix métallique: Pauvre, pauvre humain, à l'âme trop sensible. Si vous avez souffert et souffrirez encore, c'est que votre cœur est la cible où s'acharnent les coups du sort. Vous, monsieur, qui pleurez à cause d'une femme, vous, monsieur, pour qui l'amour est un tourment, il suffirait tout simplement pour éviter ce drame que vous n'ayez plus d'âme. Ah, si comme moi, vous étiez en acier, l'œil sec et le corps bien trempé, le cœur en formica et le cerveau en cuivre, alors vous sauriez ce que c'est la joie de vivre. Ah, comme c'est beau d'être robot, jamais ne pleure ni ne rit, rien ne m'effraie, rien ne m'épate, je ne mange qu'un plat de riz, et même ce riz-là, c'est du riz automate. C'est con. Oh, c'est con. Jamais de complications, jamais trompé, jamais déçu, jamais cocu. Croyez-moi donc, faites-vous mettre un cœur en vinyle stratifié avec un gros décibelmètre. Alors vous sauriez ce que c'est que la tranquillité. Merci, répondit le cornard. C'est très gentil de votre part. Mais la tranquillité, je m'en fiche. Une vie sans amour est un bateau sans mât. On ne peut ruiner que celui qui fut riche, et on ne peut tromper que celui qu'on aima. À ces mots, le robot, honteux et confus, s'enfuit. Et le cornard, oubliant chagrins et remords, jura que malgré tout, on l'y prendrait encore. Bravo!
prenons réception de votre commande de 15 000 robots Matatrix. Point. Dès la fin de leur fabrication, virgule, d'ici 3 jours, nous vous les ferons parvenir par voie postale. Point. Nous déclinons cependant toute responsabilité en cas de dégâts causés durant le trajet. Point. À la ligne. Veuillez agréer nos salutations distinguées, les formules, les codes habituels. Veuillez valider, enregistrer. C'est bon? Oui, monsieur le directeur. 15 000 robots Matatrix. Et ce n'est qu'un début pour ce nouveau contrat. Tant d'autres qui nous arrivent quotidiennement. Monsieur le directeur, une dame demande. C'est qui? Hélène Glory, elle se présente comme la fille de René Glory, le président intergalactique. Le président Glory. Rien que cela. Faites-la entrer. Je vous remercie, Marius. Vous pouvez disposer. Repos. Je vous en prie, mademoiselle. Approchez, approchez donc. Monsieur Domine, directeur général de Matatrix Intergalactic Corporation, je suppose? Enchanté. Je viens de la part Du président Glory, je sais, merci. Oui, le président Glory est mon père. Je m'appelle Hélène Glory. Mademoiselle Glory, c'est pour nous un grand honneur De ne pas pouvoir me mettre à la porte, je sais. Merci. d'accueillir la fille d'un homme politique comme votre père. Je vous en prie, que puis-je pour vous, mademoiselle? Eh bien, je suis venue pour... Voir la production d'hommes artificiels, évidemment, comme tous les visiteurs. Nous sommes à votre entière disposition. J'avais pourtant cru comprendre qu'il était... Impossible! Impossible de visiter nos ateliers. Bien entendu que cela n'est pas possible. Vous savez, tous ceux qui viennent ici possèdent une carte de visite qui nous ouvre nos portes. Alors? Et vous montrez tout à tout le monde? Juste ce qu'il faut. Si vous saviez à quel point tout cela m'intéresse. Et oui, je le sais. Et tout le monde ne parle que de cela. Pourquoi ne me laissez-vous jamais terminer mes phrases? Je vous prie de m'excuser, mais aimeriez-vous dire autre chose? Je voulais juste vous demander s'il était... De pouvoir visiter nos usines à titre exceptionnel et que l'on vous dise plus de la fabrication de nos robots. Mais très très certainement, mademoiselle. Comment saviez-vous que j'allais dire cela? Parce que tout le monde pose la même question. Et c'est pour cela que je connais la réponse. Et donc, je vous présente Eugène, notre ingénieur, qui connaît tout de la maison. Eugène, veuillez faire l'historique à mademoiselle. Grazie. Alors, c'est en 2078 que le vieux Matatrix décida de s'isoler pour étudier les organismes vivants. Le vieux Matatrix était un grand philosophe, hein, mais à l'époque encore jeune chercheur. Punct. Parallèlement, il fit des expériences visant à reproduire commun par synthèse chimique commun l'organisme vivant appelé protoplasme. Punct. Ces expériences lui permirent de mettre au point une substance vivante malgré la différence de composition chimique. Punct. Cette expérience réussit en 2090. Vous récitez par cœur? Ah, oui, mademoiselle. Vous savez, la physiologie, c'est pas ma cup of tea, hein, comme on dit. Je continue. Alors, avec sa substance, le vieux Matatrix était persuadé d'avoir découvert le secret de la vie, hein, et le moyen de la reproduire sans aucune procréation. Hein. Ça veut dire qu'il n'avait pas besoin... Vous savez quoi?
Mais c'est quand même dommage. Hein. Continuez dans une version un peu moins officielle, si possible. Oui. Alors, c'est difficile, hein? Non, c'est pas officiel, oui. Donc, les expériences, imaginez un peu tout ce qu'il pouvait faire hein, avec son protoplasme de synthèse. Hein. Par exemple, il pouvait faire une méduse avec le cerveau de Napila. Hein. Ah oui, mais ça existe déjà, c'est pas la peine. Hein. Ou alors, par exemple, un ver de terre de 50 km hein, pour aller à la pêche. Hein. Il n'avait aucune fantaisie. Hein, alors il s'est contenté de reproduire la nature. Hein, oui. Il a fait un panal vertébré. Mais, et les robots? On y vient, mademoiselle, patience. Oui, alors d'abord, il a essayé de fabriquer un chien artificiel. Hein. Alors au bout de quelques années, il a réussi à faire une espèce de veau au lasagne comme ça, mais il a vécu seulement 2-3 jours, hein, oui. Alors après, tout de suite, il a décidé de reproduire l'homme. Hein. Et il y est parvenu? Non, il était fou allié. Il voulait faire de vrais hommes. Quelle idiotie. N'est-ce pas pourtant plus ou moins ce que vous cherchez à produire, vous aussi, avec vos androïdes? Oui, mais le vieux Matatrix, là, il voulait faire l'homme tout pareil comme nous on est, hein, oui. Même dedans, à l'intérieur, là, ouais. Il voulait tout faire, hein, même les glandes, là, qui servent à rien, là, les amygdales, hein, l'appendice, hein, le nombril, ou les... Comment on appelle les glandes congénitales, hein. Celles-ci, pourtant... Qui sont utiles, vraiment. Si vous voulez fabriquer des hommes artificiellement, elles ne servent plus à rien. Effectivement. Il voulait faire un homme, et comme il n'avait aucun goût, il n'a fabriqué qu'un épouvantail, avec tout à l'intérieur. Un vrai travail de bénédictin. Mais au final, ce fut un échec cuisant. Ça n'a survécu tout au plus que 3 jours. N'était-ce pas, au contraire, un début prometteur? Oui, mais alors c'est là qu'il est arrivé le jeune Matatrix, hein, le neveu du vieux Matatrix. C'était aussi un génie, hein, oui. Mais quand il a vu qu'est-ce qu'il a fait, le vieux, il a dit, je das für Haupthistorie. Il a dit que si tu mets plus longtemps que la nature, c'est pas la peine, hein. Oh, le vieux, il était fâché, hein. Le vieux, oh, il a maudit le jeune, il a dit, et puis, mais il a continué quand même, hein, les expériences. Hein, alors, il a fabriqué encore 2-3 monstres comme ça. Hein. Et puis, un jour, il était dans son labor et il était mort. Et le jeune? Ah, le jeune Matatrix, il a d'abord étudié l'anatomie. Hein. Il a vite compris que c'est trop compliqué. Hein. Oui, et il a dit, un bon ingénieur, il peut faire beaucoup plus simple. Hein. Dites-moi, ça vous intéresse, qu'est-ce que je raconte? Oui, oui, allez-y, continuez. Bon, alors il a dit, qu'est-ce que ça fait l'homme? Hein? Parfois c'est content, parfois il est joyeux, hein? Parfois il fait du vélo, du violon, hein? Parfois il fait la procréation aussi. Mais tout ça, ça sert à rien. Enfin, quand même. Attendez, qui sont inutiles pour celui qui doit, disons, calculer ou produire un moteur. Cela n'a pas besoin de franges ni d'ornements. La production doit être simplifiée et le produit le meilleur possible. Dites-moi, mademoiselle, quel est le meilleur ouvrier possible? Le meilleur? Probablement celui qui est honnête, dévoué et le plus habile. Non, mademoiselle, celui qui coûte le moins, celui qui exige le moins. Le jeune Matatrix a mis au point l'homme qui a le minimum d'exigence. Il l'a simplifié. Il l'a débarrassé de tout ce qui n'est absolument pas nécessaire pour qu'il travaille. À force de simplifier l'homme, il a créé le robot, l'androïde. Vous voyez, mademoiselle, donc en faisant cela, vous voyez bien que les robots ne sont pas des hommes. Et puis, vous comprenez bien que la création du jeune Matatrix est bien supérieure aux produits de la nature. J'ai
J'ai vu vos premiers androïdes quand l'administration de ma ville les a achetés. Enfin, je veux dire engagés. Non, pas engagé, hein, mademoiselle. Tu me begrijpt, hein. Faut les acheter, ceux-là, oui. Pour travailler comme balayeur. Je les ai approchés. Ils sont si bizarres. Vous savez, la société Matatrix ne fabrique aucune marchandise uniformisée. Et puis, les robots que vous avez vus, ils sont bien plus subtils. Et puis, en plus de la subtilité de nos robots, nous avons fait de très grands progrès en peu de temps. Ils m'effraient. Les robots n'ont pas de sentiments. Ils ne tiennent d'ailleurs pas à leur existence. Ils n'ont pas le moyen d'y tenir. Mais les robots, c'est tout le contraire de l'homme, hein. Mais pourquoi les fabriquez-vous alors? Mais pour les faire travailler, mademoiselle. Un robot a la productivité de 8 à 10 ouvriers. La machine humaine est de loin pas parfaite. Il a fallu qu'on la remplace. Et puis, comme elle n'est pas parfaite, donc nous avons inventé nos robots qui fonctionnent magnifiquement. Arrêtez, ce que vous dites est absolument inacceptable. Et pourquoi donc? Les robots n'ont pas de plaisir. Ils ne ressentent rien. Ils n'ont pas de sourire. Et les robots sont toujours ainsi. Et pourtant, nous les avons déjà mis dans la pampa argentine. Nous avons mis 500 000 robots dans la pampa argentine. Dites-moi, quel est le prix du kilo de pain aujourd'hui? Mais je l'ignore. Le prix du travail a chuté, comme le prix du pain a chuté. Et si cela continue, les prix vont baisser jusqu'à 0,1. Et tous les ouvriers du monde seront au chômage. Oui, il y aura plus du travail, hein. Mais parce que les robots, ils vont fabriquer tellement du blé, tellement du tissu et tellement tout qu'est-ce qu'on veut que ça coûtera plus rien. Voilà. Hein? Et alors chacun pourra prendre tout ce qu'il veut. Hein? Et il n'y aura plus la misère. Hein? L'homme il sera au paradis. Adam, il n'aura plus besoin de gagner le pain à la sueur du front. Hein? Il sera à nouveau le maître de la procréation. Est-ce vrai? Vous y croyez vraiment? Il ne pourra pas en être autrement, évidemment. Mais d'ici là, il se peut bien que l'humanité vive quelques catastrophes. Et ça, on ne pourra pas l'empêcher. Qu'est-ce que vous voulez dire? Sans doute. Sans doute, les ouvriers humains ne comprendront-ils pas tout cela. Sans doute se révolteront-ils contre nos robots. Sans doute tenteront-ils même de les détruire lorsque nous renverrons des robots armés, des robots militaires pour mater les révoltes. Sans doute, il y aura beaucoup de sang versé, certainement des guerres civiles, plus encore peut-être. Mais, c'est le prix du bonheur, c'est le prix du paradis sur terre. C'est la nécessaire transition vers une situation nouvelle, vers un monde meilleur. Me comprenez-vous? Et si les robots se révoltent? S'ils font la révolution? La révolution de tous les robots du monde pour se libérer de l'esclavage que vous leur imposez. Mais ça c'est absurde, hein, mademoiselle. On m'a pleutin, hein. Ayez confiance. Ayez confiance dans la marche du progrès. Rien ne nous arrêtera. Rien.
Décidément, les hommes sont différents. Nous sommes explorateurs, spécialisés dans l'étude des hommes. Et pour ma part, je me demande si l'étude de toutes ces planètes mortes nous permettra un jour de savoir ce qu'étaient réellement les hommes.
Je veux dire en quoi les hommes étaient si différents de nous autres, les robots. Vous savez, nous avons vécu en compagnie d'un homme il y a quelque temps. Et les choses ne sont pas aussi simples qu'on nous l'a appris à l'usine. Nous avons des archives, et d'autres experts cherchent comme nous à combler certaines lacunes. Mais depuis quelque temps, nous ne faisons plus aucun progrès réel. Nous savons, du moins c'est ce qu'affirment nos historiens, que les hommes vivaient sur une petite planète, inoffensive et globalement insignifiante, appelée la Terre. C'était il y a bien longtemps. Nous savons qu'ils s'aventuraient vaillamment d'étoile en étoile et qu'ils établissaient des colonies partout où ils s'arrêtaient. Des colonies d'hommes, des colonies de robots, parfois les deux, en prévision de leur retour. Mais ils ne sont jamais revenus. Nos experts ont également établi que les hommes devaient nous ressembler beaucoup. Leurs squelettes, dont nous avons trouvé quelques restes, étaient presque identiques aux nôtres, à la différence qu'il était en calcium au lieu d'être en titane. C'est au cours de notre dernier voyage d'exploration sur une planète de la galaxie intérieure que nous avons rencontré l'homme. Il devait être le dernier du système. Nous nous sommes si bien entendus que nous avons eu le projet de le ramener avec nous. Malheureusement, un jour, il s'est passé quelque chose de grave. Oui, un jour, sans raison apparente, il s'est fortement plaint de la chaleur, au point d'avoir quelques défaillances inhabituelles. J'ai vérifié sa température, j'en ai conclu que sa sonde thermostatique était grillée. Comme nous avions sur nous quelques pièces de rechange et qu'il était manifestement détraqué, nous nous sommes mis au travail. Nous l'avons désactivé sans aucun problème. J'ai enfoncé mon aiguille dans le cou pour actionner le coupe-circuit. Il s'est éteint, exactement comme nous, les robots. Mais c'est quand nous l'avons ouvert que nous avons vu qu'ils étaient bien différents à l'intérieur. C'est au moment de vouloir le remettre en marche, en le remontant pourtant scrupuleusement à l'identique, sans oublier aucune pièce, que les problèmes ont commencé. Il n'a pas rouvert les yeux, aucun mouvement, rien. Nous avons alors tenté de remplacer son fusible, ici, mais ça n'a pas fonctionné. Nous sommes précipités aux archives pour trouver quelques recueils d'utilisation de la planète Terre. Mais quand nous sommes revenus, il s'était pour ainsi dire complètement désagrégé. Oui, environ 1 an plus tard, au moment de vouloir quitter la planète, il ne restait de lui que des os. Décidément, les hommes sont bien différents. Voilà 3 millions d'années que je dormais dans la tour, lorsqu'un méchant coup de pioche me tranchait le col et me fit effectuer une grosse courbe, à la fin de laquelle je plongeais en forme d'un porc. On a voulu consolider la face, on se mit à brosser mâchoire et temporale, suivi d'un shampoing au bichromate potasse. Disons-moi une faveur, au tournant pariétal du jour au lendemain, je devins une vedette, journaux télévision, il y en avait pour moi tant et si bien du reste que les autres squelettes, se jugeant blessés, me battaient un peu froid. Enfin les scientifiques, suivant coutumes Zeus, voulant me baptiser de par un nom latin, m'ont appelé Pithecanthropus erectus. Erectus, ça va bien, moi qui étais chaud là-bas, et ces messieurs savants, à bottines effacées, sur le but d'un petit os ou d'une de vraies molaires, convaincre que je possédais de sacrées facultés qui me différenciaient des autres mammifères. Ils ont dit que j'étais un virtuose du bourrin qui assommait bison, oh, rock et bonne fortune. J'étais drôlement doué pour les petits dessins de Vénus Calibi, tête au canal. Ils ont dit que je vivais à la distance d'une grotte. Ils ont dit tellement de choses, tellement de trucs curieux. J'étais couvert de poils et que j'avais pas de culotte, alors que j'habitais un pavillon banlieue. J'étais comme tout le monde, pétri de bonne manière. Tous les dimanches matins, je jouais au tiercé. Je portais des colures et des bandages à miel. C'était avant la guerre,
des tonnerres, des éclairs et un grand tremblement de terre, tel qu'il n'y en avait jamais eu depuis que l'homme est sur la terre. Le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune devint rouge comme du sang, et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme lorsqu'un figuier secoué par un vent violent jette ses figues vertes sur le sol. Le ciel se retira comme un parchemin que l'on roule. Toutes les montagnes et toutes les îles furent remuées de leur place. Les grands, les riches, les rois, les puissants, les esclaves et tous les hommes libres se cachèrent dans les cavernes ou dans les grottes des montagnes. Et il y eut de nouveau de la grêle, mêlée de feu et de sang qui furent jetés sur la terre. Et le tiers de la terre fut brûlé, et le tiers des arbres fut brûlé, et toute l'herbe verte fut brûlée. Je vis tomber du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau, et elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. La clé du puits de l'abîme fut donnée à cette étoile, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Une fumée monta du puits, une fumée comme la fumée d'une grande fournaise, et le ciel et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs, et un grand tremblement de terre. Que la fête commence! La conflagration finale a eu lieu. Toutes les espèces vivantes ont été anéanties par le souffle brutal de l'explosion. La vie a disparu. Et avec elle, toute vie intelligente. Retour au chaos primordial. À la froideur des espaces infinis. Des millions d'années d'évolution effacées en un clin d'œil. Mais attendez. Oui, regardez, là, oui. N'y a-t-il pas quelque chose qui bouge? Une main qui sort des cendres? Un homme qui se dresse? C'est un survivant de l'apocalypse. Mais que peut-il à lui tout seul? Dans le firmament, les feux charmants qu'avaient connus les yeux de milliards d'êtres humains brillent dorénavant d'une lueur mélancolique, éclairant tristement les deux seuls yeux intelligents qui restent encore pour le contempler. Mais pour combien de temps? À quoi bon? À quoi bon survivre dans la stérilité de la solitude? Un seul homme a palpité encore sur la face redevenue immense de la terre. Ô vanité des vanités! Que deviendra notre planète? Le monde, l'univers tout entier sans une conscience pour l'interroger et tenter de le décrypter? Que restera-t-il de la matière quand il n'y aura plus d'esprit pour l'éclairer? Mais là, oui, regardez, une autre forme qui s'ébroue. Peut-être que... Serait-il possible? Mais oui, c'est une femme. Oh, miracle! Un homme, une femme. Un homme et une femme. Adam et Ève. Les deux seuls survivants au désastre universel. Tout va pouvoir recommencer. Oh, regardez.
homme prend déjà 2 pierres. Il va sans doute faire du feu. Gestes anciens et immémoriaux qui reviennent si facilement. Rien n'est donc perdu. Retour aux origines, le miracle de la vie et de l'existence. Tout n'aurait donc pas été vain dans l'univers. Bonheur suprême au fond du malheur. La fin du monde n'aura pas encore lieu. Le public. La technique. De tous les côtés. Alors voilà, c'est fini, allez-vous-en. Non ? Alors on vous remet de la musique. Et vous pouvez aller boire un pot à la cellule psychologique post-apocalyptique.